Alors, on se retrouve pour un petit tour de serre et de potager en ce tout début de mois de juin. Et je voulais profiter de l'occasion du nettoyage de la bâche de notre serre pour vous parler justement de l'importance de l'entretien des bâches de serre. Alors, nous, ça fait 3-4 ans qu'on l'a et on ne s'est jamais posé la question de nettoyer la bâche. Et on ne s'était même pas aperçu qu'elle avait perdu en transparence et qu'elle commençait à devenir opaque. C'est en constatant en fait que les plants commençaient à regarder toujours du même côté qu'on s'est posé la question. Et donc en fait voilà, c'est super important d'entretenir régulièrement, je dirais même 2 fois par an, la bâche de la serre pour qu'elle reste continuellement transparente. Ça c'est ce que vous trouverez un peu partout sur internet, hein. Transparence égale performance en matière de serre. Il faut vraiment veiller à ce que la bâche reste limpide, reste transparente pour qu'elle fasse son travail, quoi. Vas-y, montre comment tu procèdes. Voilà. Donc on a balancé un peu de savon. J'ai mouillé un petit peu là. C'est difficile. Maintenant, je prends le balai. C'est sympa chez vous, monsieur? Ah ouais, ça y est. Vous habitez tout seul? Oui, exactement. Vas-y, passe-moi le balai là. Alors là, le système. Tiens. Merci. Bah, regarde, c'est simple, regarde. Là, tu regardes, c'est hyper simple. Ça s'enfonce pas facilement. Voilà, hop. On range bien les côtés. Ça. Hop. Ah, c'est encrassé, hein. Ouais. Ça, faudrait le faire. Il faudrait le faire, je pense, une fois à la sortie de l'hiver, quand on commence à mettre les jeunes plants, et à la même saison, juste après que les chênes aient fini de balancer leur pollen dessus là. Ouais, la même période, quoi. 2 fois par an, quoi. Non, mais parce qu'à la sortie de l'hiver, il y a plein de trucs aussi. Tout l'automne, il y a des trucs qui tombent et tout. Qui viennent aussi, non, sinon, voilà, c'est transparent, tu vois, on voit à travers maintenant, alors qu'avant... Ouais, on voit à travers. On voyait pas trop. Bon, là, on voit pas trop dans la vidéo, mais... On n'est pas bien, là, quand même. Regarde la belle vue, là. À mon élevage de poules sur la gauche, là, regarde. C'est pas nickel, derrière, à côté, là. Bon, ça sera pour une prochaine vidéo, ça... Ouais, tu feras un vlog tour de la basse-cour et de l'élevage. Voilà. Non, c'est clair qu'on est au calme, c'est paisible, loin des troubles, loin de la turpitude. Donc là, rinçage. Bon voilà, parfait. Bon, moi je redescends dans la serre pour montrer où en sont les cultures. Ok. Moi je finis là. Alors, nous revoilà à l'intérieur de la serre, donc on va faire un petit point sur les cultures en ce début de mois de juin. Mais avant, je voulais juste vous montrer que cette année, on a décidé d'enlever les 3 bacs en bois qu'on avait fabriqués la première année où on a installé cette serre, pour la simple et bonne raison qu'on a constaté qu'au niveau de l'arrosage, c'était pas le top. Parce qu'en fait là, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais bien qu'on ait fait en sorte d'aplanir le tout au moment de l'installation de la serre, malgré tout le sol là reste en pente. Et donc quand on arrosait à l'intérieur des bacs, toute l'eau avait tendance à partir sur le côté. Donc bon, on les a gardés les premières années et là on s'est dit allez hop, on va tout virer et on va tout installer au sol. On va voir, hein, on expérimente au fur et à mesure du temps et puis on retient ce qui fonctionne et puis on remet en question le reste et on cherche d'autres solutions. Alors, un point sur les cultures. Donc je vous montre en fait tout simplement, là j'ai procédé par rang, hein, tout simplement. Il n'y a rien de très compliqué. Alors, ici pour commencer,
J'ai fait donc un rang de melons. Je vais essayer de me souvenir, ça doit être du melon Vieille France. Ensuite, ça doit être du poivron, mais alors là, me demandez plus quelle variété, je ne me souviens plus. À chaque fois, vous allez voir une ficelle, là, c'est des ficelles pour tutorer les tomates. Donc là, on a un rang de tomates. Au centre, ici, un rang de melons charentais cette fois. On repart avec du poivron. Là, on a quelques aubergines, je les ai oubliées, celles-ci. On repart avec du poivron et juste après, de l'aubergine. Donc là, c'est de l'aubergine... ça doit être de la sfumata ou de la bimbo ou de la purple, je sais plus. Mais en gros, c'est toutes les aubergines petit format qu'on va faire frites. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez une ligne de tomates de nouveau et des pois gourmands qu'on avait fait en gouttière et qu'on avait installé ici. Et qu'on doit venir récolter d'ailleurs. Il y a encore quelques fleurs, mais il y a déjà pas mal de pois. Ici encore des tomates. Ensuite, l'allée d'après. Donc j'ai un petit peu de mal à circuler. Alors, l'allée d'après. Là, vous allez voir des pieds de tomates qui sont tout jeunes. Et ça, c'est des pieds de tomates de semi-spontanés. Je vais en parler après. Ensuite, on a un rang d'aubergines barbantanes. Celles-ci, c'est les plus grandes. De la tomate, là, des pieds tout petits là au centre que vous voyez. On a du poivron, du piment par-ci par-là. Ensuite, on repart avec le rang de tomates le plus avancé. Ça, c'est celui que j'ai installé il y a déjà plusieurs semaines, donc c'est vraiment les plus grands. Ici, pareil, on a des poivrons sur le côté, des piments. Et là, on repart avec une ligne de concombres. Et puis, à la fin... Il y a des trucs qui sont plus du tout organisés parce que à la fin, quand on n'en peut plus et que les plants en ont marre de végéter dans leur godet, et ben on installe ça là où on trouve de la place. Donc voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous parler des semis spontanés. Alors, à présent, je voulais vous parler de ce que moi j'appelle les semis spontanés. Donc, ça parlera certainement à certains d'entre vous. Pour les autres, les semis spontanés, eh bien, c'est tout simplement ces jeunes plants qui repartent chaque année des fruits qui sont tombés au sol la saison dernière et qui donc vont germer spontanément au printemps dès lors que vous allez commencer à arroser la terre de votre serre. Et donc ici on en a vraiment des centaines qui ressortent chaque année. Et chaque année c'est un crève-cœur que d'avoir à en arracher comme ça des centaines. Donc moi je conserve ceux qui sont situés à bonne distance des autres plants que j'installe, que je viens installer moi au printemps. J'essaye de garder des distances parce que si on ne garde pas assez de distance, évidemment, l'air ne circule pas et on va favoriser l'apparition de maladies. Donc voilà, là vraiment, ils sont magnifiques et en pleine santé. Limite plus beaux que ceux qu'on fait minutieusement en semis encore à l'hiver et qu'ensuite on entretient et qu'on transfère en godet et qu'on arrose minutieusement. Ceux-là, ils sont vraiment super beaux. J'en ai un petit peu partout. Et donc, mon grand plaisir, là il y en a encore un autre. J'en ai de melons aussi, je vais faire le tour, je vais vous montrer. Alors, mon grand plaisir, c'est que je ne sais plus du tout ce que j'avais installé. Et donc, chaque année, c'est la grande surprise. On est obligé d'attendre que les tomates apparaissent. Surtout pour les tomates, parce que le reste, je m'en souviens quand même un petit peu. On est obligé d'attendre que les tomates apparaissent pour découvrir ce que c'est. Là, j'ai des pieds de melon. Ça doit être certainement du charentais. J'ai des magnifiques pieds de melon là. Voilà, là je les ai même pas déplacés, ils sont un peu collés ces deux-là, je les ai laissés tels quels. Et donc voilà, ça c'est quand on pense que quand même les plants sont aux alentours de 5 € en jardinerie. C'est vraiment un crève-cœur d'avoir en arraché comme ça des centaines. Il faudrait que je trouve une solution quand même pour le futur. Essayer de les récupérer, de les remettre en godet et je sais pas, faut vraiment que je m'organise pour les années suivantes. Donc voilà, là aussi ça en est. Et il y a toute une ligne qui continue. Et ça ressort en continu, quoi, encore
Encore un ici. Là c'est le bon exemple. Ça c'est typiquement, ça c'est de la capucine, c'est super envahissant. Là j'ai un gros bouquet de capucine qui repart aussi chaque année tout seul. Là c'est le typique exemple. On voit comment les graines de tomates ont germé tout au même endroit comme ça. Donc c'est assez compliqué quand même de les récupérer, mais il faudrait prendre le temps de le faire, quoi, juste pour le principe. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le semis spontané, et je vais vous montrer maintenant qu'on est bien en avance cette année et qu'on a déjà certains fruits. Donc là on est sur une variété de tomates délices des jardins ou délices des jardiniers, quelque chose comme ça. C'est de la hâtive, de la variété hâtive. Donc voilà, là on a des jolis fruits qui sont en phase de rougissement, on va dire. Il nous faudrait encore plus de soleil. Là on a des petits poivrons qui commencent à apparaître. Est-ce que ça va se voir? Ouais, voilà. Là aussi, hop, ça commence tout doucement. Ici on est sur du poivron doux chocolat. C'est du poivron de couleur marron, superbe, et qui reste super productif tout au long de la saison. Vraiment, même tard dans la saison, ça continue à produire. Ça se calme à un moment donné, puis ça repart vers août. Ça commence à refaire des fleurs et à refructifier. Donc voilà, j'ai même quelques aubergines, je vais vous montrer ça. Alors les aubergines, c'est surtout la barbantane, voilà. J'en ai déjà une ici. Hop. Ouais. De l'aubergine, où est-ce que j'en avais vu l'autre fois où j'ai ameuté tout le monde? Les aubergines! Voilà, hop. On les reconnaît typiquement avec leur petit piquant. En voilà une autre. Voilà. Et voilà, c'est tout, il me semble. Là-bas aussi, on a quelques petites fleurs violettes qui apparaissent. Et donc, voilà, j'ai fait le tour. Que vous montrer d'autres? Oui, on a installé cette année 2 vignes dans la serre qui sont super à l'aise et qui se développent vraiment à vitesse grand V, superbement bien. Et ça vient de Viticabrol. C'est des variétés résistantes, des variétés anciennes et résistantes. Et donc vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Là, c'est la variété, attendez que je vous dise, Uva Zemira. Ouais, ça doit être Uva Zemira, ça doit être du raisin violet. Je me souviens plus. Faudra que je vous écrive ça éventuellement. Et là, on doit avoir du muscat. Ouais, c'est ça. Là, c'est du muscat. Donc voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, au pied de chaque vigne, j'ai dû faire du tri et j'ai conservé. Là, ça c'est un plant de tomates semi-spontané. Voilà. Et là aussi, j'en ai conservé un, tant qu'à faire, il y avait de la place. Donc voilà pour ce qui est du petit tour de serre. Ensuite, je voulais vous parler paillage dans la serre parce que je vous vois venir. Ouais, c'est quoi ça? La terre est à nu. C'est pas permaculturien. Le sol est nu. Il n'y a pas de paille, il n'y a pas de foin. Alors si, il y a de la paille et du foin. Par contre, il y a de la feuille morte, il y a des débris, il y a tout ce qu'on trouve sur place. Par contre, la paille et le foin, pour nous, c'est terminé. On considère définitivement que on peut faire autrement et que c'est du gaspillage étant donné qu'on a plein d'animaux. Donc voilà, on ne paillera plus avec du foin et de la paille. Et par contre, à la place, ce que je mets, c'est du paillage fertilisé. Donc c'est des débris, de l'humus, un mélange de fumier. C'est de chez Orbrun, ça s'appelle du paillage fertilisé. Et donc c'est à base de écorce de pin compostée, miscanthus, qu'est-ce que c'est, compost végétal, compost de fumier et algues marines et pouzzolane. Et c'est super efficace. Là, t'as fini avec l'eau, que je vous montre un truc vite fait? Ouais, ça brille, ouais. Ah oui, je vais filmer un petit peu. Quand vous mettez ça au pied de vos plants et que vous arrosez,
l'eau ne se barre pas comme si on arrosait par exemple cette terre-là là, qui est très poudreuse. Bon, j'ai peut-être pas les bons termes. Hein. Vous arrosez quand c'est sec, la terre se barre. Vous mettez ça au pied de votre plant, l'eau pénètre directement. C'est vraiment super efficace, ça conserve bien l'humidité. Donc cette année, on utilise ça. Bon, ensuite, je voulais aussi vous parler de l'irrigation qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est avec des kits d'irrigation de chez Ozlock. Donc on va en mettre un par rang à chaque fois à peu près. Donc on va dire que dans cette moitié là on va en mettre 1, 2, 3, 4, peut-être 4. Donc ça va être 8 kits en tout je pense. Donc c'est composé d'asperceurs au choix. Voilà, ou des asperceurs, donc ça sort ici en pluie quoi, ou bien des comment ça s'appelle, je me souviens plus, c'est des goutteurs en fait, c'est des goutteurs, c'est comme ça, mais je vous en parle pas plus parce qu'on est en train de le faire et parce que je préfère faire une vidéo dédiée pour vous montrer comment ça s'installe et comment c'est simple d'installation et comment en fait ça change la vie. Donc voilà, ça nous évitera ce genre d'action qui fait perdre du temps. C'est agréable hein, d'arroser le soir tard comme ça à la fraîche. C'est toujours très agréable, mais parfois on manque de temps et on a besoin toujours de plus de temps dans notre vie. Donc là, oui, il voulait que je montre la différence entre le nettoyer, pas nettoyer, mais je suis pas dans le bon sens. Voilà, nettoyer, pas nettoyer, on ne voit rien avec le reflet. Mais bon, ça se voit, c'est flagrant quoi. Bon, maintenant je passe au côté potager avec les planches de culture sur toile de paillage. Maintenant, on a terminé dans la serre. Alors, on va passer à la zone qu'on a créée cette année ici. Donc, à la base, ici, c'était une basse-cour. Et on a installé à l'automne-hiver des toiles de paillage tissé, on vous en avait parlé. Et franchement, cette méthode, ça a révolutionné notre façon de jardiner. Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, je réitère ce que je disais dans la serre. Abdelatif est avec moi. Le paillage à base de paille et de foin, pour nous en tout cas, c'est terminé. On trouve que c'est du gaspillage comme on l'a déjà expliqué parce que on va s'en servir pour les animaux, pour les vaches, les moutons, pour les poules, parce que c'est un intrant, parce que à chaque fois c'est combien comment on appelle ça, un round baller? C'est combien à chaque fois ici? Entre 30 et 35 euros. Ouais. Donc je sais que ça va vous paraître cher et que dans certaines zones rurales c'est bien moins cher. En tout cas nous ici c'est le prix qu'on nous fait. Donc entre 30 et 35 euros. On aurait de quoi nous avec tout le terrain qu'on a faire du foin, mais on n'est pas encore mécanisé et à la faux. C'était marrant 2 minutes, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien, c'est rigolo 2 minutes. Et donc voilà, donc un jour, si on a un tracteur, on pourra faire notre foin. Pour l'instant, c'est 30 à 35 euros le round baller. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez, sur les surfaces sur lesquelles on cultive, c'est pas un round baller qu'il nous faut, c'est beaucoup plus. C'est plusieurs fois dans la saison. Et je suis désolée de vous le dire, ça va peut-être vous décevoir, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça n'empêche pas les herbes de repousser. Par contre, les toiles de paillage, mais c'est la belle vie. C'est la belle vie. Regardez les rangs de haricots, regardez les courgettes, regardez les courges. Il y a tout qui pousse super bien. C'est en avance. Hein. Et c'est en avance. Au niveau des courgettes, on est en avance. C'est en avance. Aux autres années, depuis qu'on a démarré ici, là, on est clairement en avance. Et les bâches en plastique, là, le pire ennemi des permaculteurs, là, en fait, non. Moi, je pense qu'il faut s'adapter. Hein. On a un besoin d'évoluer et avoir un peu plus de résultats. Et je pense que, regardez, la bâche... Oh non, il n'y a pas de contradiction avec la permaculture, c'est la discussion qu'on avait l'autre fois dans le potager en fait. Oui, ça. On nourrit toujours notre sol avec voilà, à l'automne-hiver, avec les matières organiques qu'on va avoir sur place, donc comme tu le disais, les feuilles mortes, le fumier maintenant des vaches, parce que les vaches sont arrivées à peine en avril, mais le fumier des moutons, le crottin des ânes, le fumier des poules, ça c'est une base pour nous. C'est pour ça qu'on ne soit pas en fait une micro-ferme, une ferme familiale, ou en tout cas une base autonome comme ça, un système... T'es celui qui chante le moins bien en plus, quoi, s'il te plaît, je suis en train de filmer.
on ne conçoit pas en fait un système comme celui vers lequel on cherche à tendre, donc un système autonome, sans animaux. C'est juste, ils font partie de ce cercle vertueux permanent. Donc voilà, on ne voit pas du tout la contradiction avec la permaculture de l'utilisation de ces bâches. Si par là on ne supprime pas en tout cas tout ce qui va être apport en nourriture pour le sol, pour avoir toujours un sol nourri, fertile. Voilà, on n'y voit aucune contradiction. On préfère en fait investir dans des bâches comme ça qui durent combien, Abdelatif, je me souviens plus, 5 à 7 ans, un truc comme ça. Exactement. Voilà, ça dure longtemps, c'est un investissement d'une fois. Alors oui, c'est du plastique, mais enfin, qui n'utilise pas du plastique? Enfin, voilà, on limite l'utilisation du plastique tant qu'on peut. Mais voilà, ça, franchement, c'est... intéressant, hein, c'est que, par exemple, quand on achète une valeur de foin ou de paille, ouais. on a pour 35, et alors en ce moment maintenant, là, dans notre zone à nous, les prix ont augmenté en fait. Ouais. Et donc, autant acheter un produit directement pour un certain prix et qui va durer 5 ans. Ouais. Et plus à avoir du tout à investir pendant plusieurs années, quoi. Résultat, parce que quand on met du foin ou de la paille, au bout d'un moment, quand on a posé nos plants, il y a de la repousse à chaque fois. Et on est obligé de rajouter du foin et de la paille, donc il y a des dépenses. Voilà, en fait c'est un travail, c'est un travail continu tout au long du printemps, été, automne, hiver. Ça ne s'arrête jamais. Donc c'est pas un système pérenne, je sais pas si on dit ça comme ça. Donc ça ne nous convenait plus. En tout cas que chacun trouve la méthode qui lui semble le plus appropriée. En tout cas, bien évidemment en gardant toujours les bases de permaculture. Et voilà, et tout se passera bien. Donc et le plus important surtout, c'est que quand on veut tendre vers l'autonomie, ouais. il faut faire le plus d'économies possible aussi. Cet argent-là serve à autre chose plutôt que de dépenser sur du foin et de la paille alors qu'on a tout ce qu'il faut. Surtout que le foin et la paille, comme je disais, on l'utilise sur d'autres c'est pour les animaux, sur d'autres domaines dans la ferme, quoi. Bah, mais ça n'empêche pas que des fois on fouine, on paille, mais plus à grande échelle, quoi. Donc commençons par le commencement. Donc ici, je vais vous expliquer un petit peu ce qui pousse. On a un semis de haricots nains. Donc le plus grand que vous voyez là-bas, on l'avait fait en gouttière. Donc du coup là c'est bien, on a un échelonnement. On coupera au montage. On va échelonner les récoltes. Parce qu'on a 3 semis faits à 3 dates différentes là. Donc c'est bien. Donc les plus grands ici qui avaient été faits en gouttière. Donc je me mets comme ça que vous voyez un petit peu la taille. Donc on est bien. Ici au centre, c'est ce que j'ai semé, je sais plus, il y a peut-être 15 jours, un truc comme ça. Et là j'ai relancé encore un semis sur cette ligne là. Et en tout cas donc ça nous fait 3 lignes. Voilà. Ensuite à côté on a de la pomme de terre et j'ai semé pour la déco quelques tournesols au centre. Il faut que je finisse de venir tondre et de mettre ma tonte par-dessus. Ici on a une planche de courge. D'ailleurs je vous montre. On commence déjà à voir des petits fruits ici. Où est-ce qu'on a des petits fruits encore? Alors me demandez pas qu'est-ce que c'est comme variété, parce que c'est comme chaque printemps. Au début je suis super organisée, je mets des petits bâtons partout avec le nom des variétés. Je me dis cette année c'est fini, bonne résolution, je saurai qui pousse où, quoi, comment. Et puis au final arrivé à la mi-saison là, on est épuisé, les plants commencent à fatiguer, il faut vite qu'on termine tout et donc je mets plus d'étiquette, donc je sais plus qui est quoi. En tout cas, c'est des cucurbitacées et c'est des courges, donc on verra bien ce qui sort. Et chaque bâton veut dire que c'est une variété différente, que je suis passée à une variété différente. Ensuite ici, on a des courgettes, donc il doit y avoir une vingtaine de pieds jusqu'à la planche là, une vingtaine de pieds. Là, on a de la courgette jaune, voilà, ça commence à bien sortir. Là de la verte, elle est belle celle-ci, regarde, viens voir. Celle-ci elle est vraiment belle, voilà. Regarde celle-là, c'est la toute première que j'avais repérée là, regarde. Ensuite, voilà, de la verte. Là on a de la courgette de Nice. Cette année on fait quoi? On récupère les premières pour prendre les graines ou on attend un peu plus? Je sais pas, on va voir.
qu'est-ce qui est le mieux à faire. Là, on a des courgettes de Nice. Est-ce qu'on les voit? Ouais, il y en a une. Ouais, voilà. Donc ça, vous savez, c'est les courgettes rondes à farcir. Voilà. Avec de la viande, du fromage. C'est bon, bien lâché. Et dans le four à pizza surtout. Ouais, on va se faire plaisir. Ici, ça doit être du potiron de Hongrie, le potiron bleu, gris bleuté là. Donc là aussi, on a des petits fruits. D'ailleurs, je me demandais, vu que ça a l'air d'être... il y a les petites vrilles là qui leur permettent de grimper. Je me demandais, quand ça va commencer à courir partout, si ça n'aurait pas été intéressant de les diriger vers le grillage, tu vois. Et on se servirait du grillage comme pour que ça s'accroche dessus, quoi, comme tuteur. On verra. Faudrait... Tu vas les gars nickel, on va les laisser tranquilles, je pense. Ouais, non, il faudrait pas que quand on libère les poules, quand on sera plus en saison de repro, là, faudrait pas qu'elles viennent me grignoter mes potirons. Là, on a fait sur cette planche des échalotes et des oignons. Alors, on est super en retard. Et donc là, comment j'ai procédé, je me suis laissé un rang pour pouvoir circuler. Et en fait, là, j'ai pris mon perforateur de bâche et j'ai fait des espèces de tranchées, en fait. Donc, pour limiter le désherbage. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai pas terminé. Donc ça, je vous ai montré. Ensuite, ici, on passe derrière. Là, c'est là qu'on a l'impression, le soir, au moment où on fait de l'arrosage, on a un petit souci avec ce buisson-là que j'ai pas voulu couper. Parce que je me suis dit, ouais, ça fait des fleurs, ça doit être un prunier sauvage, un prunelier. Ça attire les insectes mellifères, etc. Et en fait, il y a des frelons qui sortent de là-dedans. Donc... peut-être faire un nid souterrain, peut-être. Ouais, ça nous est déjà arrivé une année, un nid souterrain dans un roncier. Donc, va falloir être extrêmement vigilant. Ah, pour les experts, s'il y en a qui s'y connaissent. Hein. Ouais, bah, en tout cas, perso, je ne mettrai pas mes mains. C'est un professionnel direct, hein, parce que c'est trop dangereux. Ensuite, ici, donc ici, on a 3 planches. D'ailleurs, ouais, alors par où commencer? Donc là, ici, j'ai fait des haricots, ce qu'on appelle les haricots borlotto. Donc, qui se mangent aussi bien. Ils sont connus pour la conservation, mais qui se mangent aussi très bien en salade. Vous savez, c'est les haricots un peu rouges, roses là. Ils sont excellents. Donc là aussi, on a 3 semis différents pour avoir un échelonnement là aussi des récoltes tout au long de la saison, quoi. 3 lignes de 5 mètres. C'est 5 mètres à chaque fois là? 5 mètres parce que le filet fait 5 mètres. Ok. Il y a 5 mètres de long. Là, on a mis des pois gourmands. Ouais, des pois gourmands. Les pois gourmands, excellents. Je trouve que ça donne encore plus de goût que les petits pois dans les plats en sauce et tout. C'est vraiment excellent. Les enfants en raffolent, même le tout petit. Donc là, on a relancé des pois gourmands. C'est peut-être un peu tard dans la saison, mais bon, on va voir, ça devrait le faire si on arrose bien. C'est bon. Je pense que c'est bon. Donc là, facile hein, pour mettre le filet à ramer. 3 poteaux avec la tarière, là, très pratique la tarière. Montre ce que c'est la tarière là. Alors, ça existe en manuel, hein, mais franchement, à l'époque, je vous avais en électrique ou en thermique. À l'époque, vous avez présenté une tarière thermique à carburant. Quoi, qui est assez lourde. Qui était ultra lourde, clairement, et qui consommait beaucoup. Ouais. Là, je suis passé à la batterie, c'est ultra simple. Hein. Donc, comme d'hab, avec leur matos à eux de cette marque-là, hein, on change la batterie, et hop, on l'utilise pour une autre machine. Et c'est super léger, même moi, je l'utilise sans difficulté, oui. Alors que la tarière thermique, je suis pas une femmelette, ça se dit. Mais c'était vraiment, ça pète les épaules et ça pète les bras, quoi. Ça, c'est hyper facile d'utilisation pour faire les clôtures et tout. Ouais, bah oui, parce qu'on doit faire de l'autre côté. Alors là, on disait des pois gourmands, donc grimpants. Sur le côté, j'ai semé des fleurs, histoire d'eux, pour faire la déco et tout. Et là, on va mettre des haricots grimpants. Je vous montrerai après lesquels. Ils sont là-bas, là, j'ai mon petit tas de bazar. Donc, t'es au centre, ouais, vas-y, montre. J'espère qu'il y a de la batterie. Et puis, beaucoup moins bruyant aussi que la tarière thermique. Si jamais on est bloqué, il y a un système de demi-tour pour sortir proprement. Ouais, vas-y, montre. J'ai cliqué ici. Hein. Attends. J'ai cliqué comme ça pour venir pour faire demi-tour. Ouais, parce que des fois, on bloque quand il y a des pierres. Et nous, il y a pas mal de pierres sur le terrain. Ouais, ça remonte tout seul. Voilà.
Parfait. Super machine, franchement, une bonne découverte. Et bah, je vous la conseille surtout. Non, super pratique, on a retapé l'enclos des moutons là-bas, donc nickel, nickel. Donc voilà, malgré tout, ce que je voulais préciser, c'est que je trouve que pour notre consommation, c'est pas assez. Là, récemment, je sais pas si vous voyez ce côté là derrière, maintenant les enfants nous ont squatté ça, ont pris ça pour un terrain de foot. Ils jouent au foot dedans. Ils sont ravis parce que c'est plat et on n'a pas beaucoup d'endroits plats dans la ferme. Nous on est en haut d'une colline, hein, donc tout est en pente ici et là c'est le seul coin plat. Et donc j'avais besoin de tonte pour couvrir mon rang de pommes de terre là, et j'ai dit vas-y, bah, je vais tondre juste à côté. Et en fait c'était tout embroussaillé et tout, hein. Et donc en tondant, je me suis dit waouh, quand même la surface là, Abdelatif m'a dit directement il faut qu'on ouvre la clôture et qu'on fasse tout ce qu'on a fait ici, mais faut qu'on double, qu'on rajoute, même pas, c'est triplé là je pense. Ce qu'on devrait faire là, c'est que nos rangs de petits pois ou de pois gourmands. Là, ouais. Ou de fèves aussi, surtout des fèves. Ouais, parce que les fèves on les utilise aussi en conservation. On utilise clairement toute cette parcelle que tu as tondue là. Ouais. On fasse plusieurs lignes. Et ce sont vraiment des lignes hyper grandes quoi. Ah non, moi je voulais faire style mosaïque. Non, pour la déco. Non, la ligne droite c'est aussi beau quand même. 15 mètres, 20 mètres. Ouais, mais regarde, un coup vertical, un coup horizontal, un coup oblique. Non, la ligne droite c'est mieux. Pas besoin de GPS. Bref, donc voilà. Mais bon, voilà, au fur et à mesure de notre expérience, nous on est des autodidactes, hein, on apprend sur le tas et donc on apprend faire des erreurs, c'est aussi une façon très efficace d'apprendre. Et donc on se rend compte qu'on pensait avoir fait beaucoup plus cette année. Alors c'est déjà super bien parce qu'on a la serre 40 mètres carrés, on a tout ça en potager, on a aussi l'ancien potager qui est derrière. On a laissé en repos, on a mis en terre que des pommes de terre sur 2 lignes. Ouais. Et on a toujours les. Il y a tous les framboisiers, les fraisiers, la fraiseresse est là-bas et tout. Bah, le céleri en fait il se renouvelle tout seul chaque année. On a une tonne de céleri. Ouais. Il y a encore des fraisiers sur la ligne, ouais. La menthe. Et des framboisiers. Mais on l'a laissé au repos, mais aussi un peu à l'abandon parce qu'on a vu clairement la différence entre cultiver sur du plat et cultiver sur un terrain en pente. Il n'y a pas photo. Donc ça s'abandonne là-bas de plus en plus, ce potager juste derrière la maison. Par contre, on a toute la cour en bas qui est faite de carrés potagers où on récolte aussi. Là-bas, on va dire qu'on cultive plutôt tout ce qui est de culture assez rapide. Genre les salades, les radis, les épinards, les trucs que tu vas récolter assez rapidement. Et les trucs aussi que je veux garder sous surveillance. Ça, je vous ai pas montré derrière la serre, il y a les choux chinois qu'on a terminé de récolter. On a du romanesco, on a des salades aussi. Mais en réalité, tous mes choux, je les ai mis en bas. Donc du romanesco, du brocoli, du chou cabu, du chou rouge à salade. Je sais plus encore, du chou-fleur classique. Bref, j'ai mis plein de choux en bas parce que je veux me les garder sous surveillance pour pas qu'ils se fassent attaquer leurs feuilles là, par je sais plus quel papillon qui me bouffe les feuilles chaque année. Donc voilà, on va faire un petit tour chez les vaches, histoire de. Donc ensuite, on va vous emmener voir les vaches, histoire de discuter 2 minutes là-bas. Là, juste pour info, c'est l'enclos des moutons, où ils ne sont jamais, tant qu'elles font pas leurs petits. Pour l'instant, on les rentre pas. On verra, mais bon, il est là, il est prêt à accueillir tout ce beau monde. Donc là-bas, c'est l'entrée, avec les enfants qui sont en train de jouer au foot. Voilà, donc là, on descend le long de la colline. Et donc, je voulais vous dire par rapport aux vaches bretonnes Pied Noir, j'ai fait mon petit calcul pour ceux qui me demandaient au niveau de leur consommation. J'ai fait ma petite moyenne pour 2 vaches bretonnes Pied Noir, en prenant en considération que nous sommes en pleine saison d'herbage. Donc pour 2 vaches bretonnes Pied Noir à la saison printemps-été où c'est bien enherbé et tout ça, donc 2 vaches gestantes en plus, on va dire qu'à 2 elles consomment, comment j'ai fait mon calcul, 100 mètres carrés par semaine. Mais quand je dis qu'elles consomment 100 mètres carrés par semaine de pâturage, on est sur de l'herbe
Délatif, toi qui a plus l'œil mathématique que moi, on est sur de l'herbe comment là? À peu près 20-30 cm. On va dire une moyenne de 20 cm parce qu'ils sont pas tous à 20 cm. Ouais, on est sur de l'herbe de 20 cm à peu près. Et donc là pour l'instant on n'a pas encore reçu notre clôture mobile spéciale vache, donc elle squatte les filets à moutons, mais c'est très efficace avec un électrificateur comme celui-ci. Alors attendez que je vous montre parce que... Attends, tu peux parler toi parce que moi je m'y connais rien du tout en électrificateur. Alors c'est quoi? C'est un électrificateur déjà avec un petit panneau solaire, c'est ça? Vas-y, explique. Bon, il y a une batterie à l'intérieur de 12 volts, Ouais. mais avec un panneau solaire qui permet de créer l'électricité, de l'énergie pour recharger la batterie en fait. La batterie est utilisée par l'électrificateur, tout simplement. Ouais, donc en fait ça se décharge jamais quoi. Normalement ça se décharge jamais, mais je pense qu'il y a un temps, s'il pleut ou s'il fait pas beau quoi, tout simplement. Ouais, ça peut s'affaiblir, mais on n'a jamais eu de problème. On a eu des semaines de pluie dernièrement là, et bref. C'est toujours aussi puissant. D'ailleurs, on a un petit contrôleur de tension là, donc ça vous permet de vérifier que le courant passe toujours. Ouais, peut-être qu'il est branché, non? Attends, je crois qu'ils ont éteint. Ah oui, il a éteint tout à l'heure Ismaël, parce que je lui ai demandé de mettre de l'eau. Il a pas rallumé, mais elle s'en fout complètement en fait, que ce soit allumé ou pas. Ça va s'allumer maintenant. Elle cherche pas à passer les filets ni rien. Ouais, voilà. Tu le vois bien que ça s'allume. Ouais. Ah, bref, on a... Donc voilà, là c'est l'utilisation de ces filets, c'est temporaire. Leur clôture mobile arrive, on vous en parlera prochainement. Étant donné qu'on n'est pas agriculteur, on n'est pas du métier et qu'on débute, on vous montrera directement l'installation de toute cette clôture. Je ferai un explicatif sur l'installation, je ferai une petite vidéo là-dessus. Ouais, un truc bien... Sur l'installation, j'en ai déjà fait une pour les clôtures il y a un moment déjà. Là on va faire une installation très propre. Il y aura peut-être une installation fixe sur un côté, on va garder une parcelle comme installation fixe. Mais on aura pour la traite, tu veux dire? Ouais, exactement, pour la traite et pour l'organisation aussi. Ouais. Quand on voudra les déplacer. Il y aura 2 minutes, s'il te plaît. Là, vous allez voir un peu la différence qu'on a pour une parcelle qui a été... ouais, mangée pendant une semaine. Comme ouais, c'est ça que j'ai dit, une semaine. 6-7 jours. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc 6-7 jours, donc il n'y a pas beaucoup de boulot. Donc là, je filme en grand angle, je sais pas si ça se voit, mais si, ça se voit rien qu'à la couleur. Regardez là, c'est super vert. Là, comme ça. Tu vois la différence entre les deux côtés? Oui, voilà, ouais, d'accord. Ok. Donc là, on a du trèfle, de l'herbe, et là, c'est bien mangé par ces dames. Exactement. Tu m'éteins le courant que j'aille les filmer d'un peu plus près? Non, tu veux pas tester un peu? Non, ça va, j'ai déjà fait le test. L'autre fois, j'ai porté l'électrificateur des moutons, je pensais qu'il était éteint, j'ai sauté en l'air. Donc ça va, je m'en souviens. C'est bon? Ouais, bon. T'as éteint? Non, mais parce que tu m'as déjà fait le coup. Le repère, si t'as du courant. Non, mais il m'a déjà fait le coup. C'est éteint, vas-y. Si, tu m'as déjà fait le coup. Pour faire un test, faut pas que les vaches sortent. Ok. T'as voulu une vache, on a eu 2. Ouais, en plus. Voilà. Donc là, on a Rose. Rose, t'énerve pas. Non, mais t'énerve pas. À chaque fois, elle fait sa vénère là, avec ses yeux injectés de sang. Parce qu'on lui ramène pas sa pomme ou sa biscotte. Oh purée. Non, t'inquiète pas. Elle m'a fait sûr c'était... Non, en fait, c'est les mouches. Non, c'est les mouches. Ça lui arrive des coups de pression comme ça, là. Elle se prend pour un mini taureau, je crois. Ils ont de quoi manger pendant un moment. Et on a Hortense, là, qui est beaucoup plus paisible. Donc, attendez que je vous dise pas de bêtises. Rose, 2 ans, et Hortense, 4 ans. Hortense, ce sera son 2e petit. Et donc, elles sont prévues... Oh, purée. Attends. T'as marché sur une bouse? Non. Parce que ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Et en claquette en plus. Ah. C'était sympathique. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, Hortense ici. Et Rose, donc, alors que je dise pas de bêtises, on est quoi là? On est au mois de juin. Le 15 avril, elle était à 6 mois de gestation. Donc, 15 mai, 7 mois. Elle est à 7 mois et demi. Et pour Rose, le 15 avril, elle était à 5 mois de gestation, donc elle est à 6 mois et demi. Donc 7 mois et demi, 6 mois et demi. Donc il nous reste tout ce temps pour les apprivoiser de mieux en mieux, de plus en plus. Et c'est ce qui se passe sans vraiment aucune difficulté particulière.
Voilà, pour les préparer au contact en fait avec nous pour la traite. Donc voilà, on fera aussi une vidéo dédiée sur la bretonne pie noire pour essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'élevage de vaches de manière familiale, quoi. On peut dire que c'est la vache parfaite pour l'autonomie parce qu'elle consomme moins, elle prend son temps pour manger, quoi. Ouais, c'est pas des goinfres, quoi. Ouais, exactement. Et en plus de ça, elle produit du lait crémeux, ce qui est aussi très important pour la variation des produits laitiers. C'est un lait bien particulier qui, en tout cas, est réputé pour la transformation, fromage, yaourt et compagnie. Mais n'en disons pas plus, si tu es d'accord. On fera donc prochainement des vidéos sur un vlog sur la basse-cour. Tu t'en occuperas. Et moi je vous parlerai des vaches, éventuellement des brebis qui d'ailleurs je ne sais pas où elles sont. Et ouais. Il y a à 200-300 mètres là-bas. Au fond de la pinède là-bas, ouais. Donc voilà, bon bah c'est tout pour nous. Sur ce, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, on vous a fait un vlog à l'arrache. Tu me charges pas s'il te plaît. Je voudrais faire le final avec toi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser en commentaire. Si ce format vous a plu, dites-le nous. Ça va, tranquille. Tu vois, dès que j'ai pas un truc à lui donner, tout de suite elle s'agite. Attends, quand même, je suis plus grande que toi. Donc voilà. Bon bah on vous dit à la prochaine. À très vite.